Dernière révélation en prison, Salah Abdeslam détenait une clé USB de propagande djihadiste. Parallèlement, son ex-compagne vient d'être mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes et remise illicite d'objets à détenus. Elle aurait chargé la clé et l'a transmise lors d'un parloir. Alors, comment expliquer que Salah Abdeslam ait pu conserver une clé USB inédite en prison? Que révèle cette affaire sur la surveillance et le contrôle des détenus terroristes? Beaucoup de questions. Appelez-nous au Standard d'Europe 1 pour réagir à ces révélations terrifiantes à quelques jours de la commémoration du 13 novembre 2015. Et vous composez le 01 80 20 39 21. D'abord, Gabriel Cluzel, votre réaction par rapport à ces informations à 48 heures, à 3-4 jours des commémorations des attentats du 13 novembre. On se rend compte que Salah Abdeslam, en prison, a aidé finalement à son ex-compagne à fomenter un nouvel attentat terroriste. Oui, c'est terrifiant. Écoutez, nous nous rendons compte que même sous les barreaux, même en prison, nous n'avons pas le contrôle. C'est-à-dire que nous avons des terroristes qui continuent de faire leur œuvre. C'est proprement stupéfiant. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la nature de cette clé USB, mais il faut quand même dire aux auditeurs qu'une clé USB, c'est pas forcément une clé mémoire. On peut aussi mettre une carte SIM et avoir accès à Internet. Il y a toutes sortes de modèles de clés USB pour nous autres, c'est simplement une façon de mettre des documents, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous voyez, ça ouvre en su des horizons. Vous savez, il n'y a plus la peine de mort dans notre pays. Mais la contrepartie de cette fin de la peine de mort devrait être l'absolue sécurisation des prisons. Enfin, quel soufflet, quel camouflet pour les victimes du 13 novembre et leurs familles. Et je ne pense pas à nos enfants qui, évidemment, sont des victimes en puissance. Là encore, c'est l'impéritie de l'État qui est démontrée à tous les étages. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Éric Tegner, votre regard sur cette affaire Salah Abdeslam qui en dit long sur notre sécurité, sur même cette commémoration, ça vient quelque part, j'ai l'impression, violer quelque chose en nous. Quelque chose, ça vient nous prendre quelque chose au fond de nous. Ce 13, j'en ai des frissons en vous parlant, ce 13 novembre 2015, tout le monde sait où il était. Et lorsqu'on voit que 10 ans plus tard, on en est quasiment au même endroit, ou encore, Salah Abdeslam fait des petits. Oui, et ce qui se passe de toute façon est l'image du fait qu'on a reculé depuis une dizaine d'années. Vous savez, on ne peut pas lutter contre une idéologie uniquement en enfermant des gens dans une prison. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Salah Abdeslam est en prison et c'est heureux. Mais effectivement, il y a des petits, on sait qu'il reçoit de nombreuses lettres, notamment des lettres de femmes. Ce ne sont pas des femmes qui sont en Syrie, qui sont en Irak, qui sont en Afghanistan aujourd'hui. Non, ce sont des femmes qui sont en France, parfois qui sont nées françaises. Et c'est ça qui est une catastrophe. Et ça va évidemment continuer parce que Salah Abdeslam n'a jamais regretter ce qu'il faisait. Il va rester encore 10 ans, 20 ans, 30 ans en prison et il continuera à gagner des supporters derrière lui parce que de notre côté, nous, l'idéologie islamiste, on est incapable de la combattre sur le territoire et elle progresse tous les jours sur des formes différentes. On voit une islamisation progressive dans le pays, on voit les frères musulmans qui ont une forme d'emprise de plus en plus importante, on voit des formes, vous savez, on est passé d'une logique de terrorisme il y a quelques années à une logique aujourd'hui plus d'influence. D'une certaine façon, ils ont su s'adapter en se disant, finalement, faire 100 morts, 200 morts, ça risque de réveiller les Français. C'est-à-dire que ce qui s'est passé après le 13 novembre, pendant plusieurs mois, c'est que les Français se sont dit, il y a quand même un problème avec ce que François Fillon appelait le totalitarisme islamique. Et donc, ils se sont dit, on va essayer d'être beaucoup plus malins. Donc, ils sont rentrés dans des instances de l'Union européenne, ils vont rentrer dans des instances universitaires aujourd'hui, et finalement, ils progressent bien plus facilement de cette façon-là. On le voit avec ce qui peut se passer lorsqu'on voit des fillettes voilées à l'Assemblée nationale. On voit comment il y a des imams radicaux dans des mosquées de plus en plus importantes sur le territoire. Donc d'une façon hybride aujourd'hui, le combat de Salah Abdeslam, il progresse beaucoup plus important qu'il y a 10 ans aujourd'hui. Beaucoup plus important qu'il y a 10 ans aujourd'hui. N'hésitez pas à nous appeler au Standard d'Europe 1 pour réagir. Est-ce que, effectivement, on a sous-estimé peut-être le pouvoir d'influence de Salah Abdeslam depuis la prison? Depuis la prison, rappelons quand même qu'on a juste un chef de l'État qui était en prison, qui vient de sortir, et on a un Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché de France à l'époque. Donc l'homme qui a vraiment commis les attentats horribles, qui peut se marier en prison, qui vit sa petite vie en prison. C'est quand même assez stupéfiant. Gabriel Cluzel. Non, simplement sur cette affaire du mariage en prison qui est proprement stupéfiante. Alors c'était par téléphone, j'en sais rien, visiblement c'est... Mariage quand même. Mais mariage néanmoins. Alors moi déjà je suis très surprise parce que moi j'ai été élevée dans la religion catholique. Un prêtre qui marie
quelqu'un, avant qu'il soit marié civilement, puisque a priori il n'y a pas eu de mariage civil, il va en prison. Hein. Lui aussi. Ah oui, ça c'est formellement interdit. Donc je ne sais pas comment il peut y avoir des mariages dans d'autres religions qui se fassent sans mariage civil préalable. Bref, mais il n'est pas le seul. Souvenez-vous, Christine Kelly, vous avez reçu sur le plateau de CNews la mère d'Adrien Pérez. Vous savez, cette mère dévastée qui dit mon fils a été fauché dans la fleur de l'âge. Elle dit il ne me donnera pas de petits-enfants, vous voyez, bon, et il n'aura pas de vie, il se mariera pas, il n'aura pas l'opportunité de faire tout ça. Eh bien, l'homme qui a tué, alors en l'occurrence, c'est pas un terroriste, c'était lors à la sortie d'une boîte de nuit, mais l'homme qui a tué son fils, lui, s'est marié en prison. Il devait faire 15 ans de prison, il est sorti au bout de 7 ans, alors il exactement. Marié, il attend un enfant. Mais je trouve que la symbolique de ce mariage en prison est extrêmement blessante. Et c'est les Français qui financent leur histoire d'amour, parce qu'aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Hein. C'est ça. On a été très humaniste en mettant fin à la peine de mort, y compris sur les cas quand même d'un terroriste qui a tué plus d'une centaine de Français. Et derrière, on en paye d'une certaine façon le prix. Alors, est-ce que finalement c'est juste Quand je pense aux victimes du 13 novembre, je suis révoltée. On marque une pause, on revient tout de suite sur Europe 1. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 11h42. Vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1. Christine Kelly et vous. La suite de Christine Kelly et vous à 11h46 sur Europe 1 avec cette question. A-t-on sous-estimé le pouvoir d'influence de Salah Abdeslam même depuis sa prison? Vous réagissez au 01 80 20 39 21 comme Laurence, chère Christine, que nous avons en ligne. Absolument, nous avons Laurence en ligne. Je rappelle que dans un instant, nous aurons un témoignage. Géraldine, vous en avez parlé tout à l'heure, un témoignage exclusif de Jeanne, 25 ans, fille de militaire. Son père est mort pour la France. Elle témoignera de sa vie depuis le décès de son père. Bonjour, ma chère Laurence. Vous appelez à propos de Salah Abdeslam et on rappelait les faits. On rappelait que selon les dernières révélations en prison, Salah Abdeslam détenait une clé USB de propagande djihadiste. Parallèlement, son ex-compagne vient d'être mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes et remise illicite d'objets à détenus. Elle aurait chargé la clé et la transmise lors d'un parloir et elle projetait un attentat. Qu'est-ce que ça vous évoque, ma chère Laurence, qui nous appelle de Paris? Alors, moi, ce que ça m'évoque, c'est après, pas automatique d'avoir un ordinateur. Déjà, ce que ça m'évoque en premier lieu, c'est que pour moi, c'est un scandale, déjà. D'après ce que j'ai compris, c'est pas automatique d'avoir un ordinateur en prison. C'est ça. Et d'après ce que j'ai compris aussi, c'est le ministre l'ancien ministre de la Justice qui a donné son autorisation, qui a donné son aval. Et donc, je me disais... Ah bon, inquisiteur? Je savais pas. Je sais pas. Peut-être. Non, vous savez pas. Apparemment, c'est pas automatique. Non, je sais que c'est pas automatique. Je sais pas qui l'a autorisé, qui l'aurait autorisé. Mais je vous écoute, ma chère Laurence. Très intéressant. C'est intéressant de savoir qui a autorisé le fait d'avoir. William va chercher. Il va nous dire tout à l'heure. William. Un ordinateur en prison, sachant qu'il y a des rangs. Apparemment, on ne peut pas lui refuser. Oui, ma chère Laurence, on vous appelle dans un instant parce qu'on ne vous entend pas bien, ça coupe un petit peu, ne nous en voulez pas. Rappelez-nous dans un instant, ça coupe un peu, je ne sais pas ce qui se passe. On prend Céline peut-être, Céline qui nous appelle de Paris, je ne sais pas si Céline est disponible, on a beaucoup d'appels au standard pour pas réagir à ces informations. Comment expliquer que Salah Abdeslam ait pu conserver une clé USB interdite en prison? Que révèle cette affaire sur la surveillance, le contrôle des détenus terroristes? L'ex-compagne de Salah Abdeslam a-t-elle agi seule ou dans un réseau plus large? Que signifie cette remise illicite d'objets à détenus? On a Céline qui nous appelle de Paris. Bonjour Céline. C'est le 11 novembre, c'est la grève. Elle est là. Bonjour ma chère Céline, on ne vous entendait pas. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi j'ai appelé parce que j'ai entendu toutes les infos et il semblerait que l'avocat d'Abdeslam disait qu'il voudrait participer à une justice réparatrice. Oui. Et je trouve ça d'un cynisme absolu quand on sait ce qu'il fait avec sa clé USB, quoi. Voilà. Non mais jusqu'à quand on va se laisser humilier comme ça par ces gens-là? Oui, très très juste ce que vous dites, puisqu'on a appris ce matin que Salah Abdeslam a exprimé la demande d'entrer en contact avec les parties civiles dans une démarche de justice restaurative. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, alors que parallèlement, il y a des projets d'attentats? Absolument.
Et moi, je me dis, c'est d'un cynisme, c'est se moquer ouvertement des victimes du 13 novembre, de leur famille. Et quelle est son idée derrière ? Continuer la propagande, expliquer à ses victimes son idée à lui de justice particulière. Donc ça me met dans une colère absolue. Et pour un autre sujet qui viendra plus tard, moi je suis patriote et je me dis que si un jour prochain une guerre arrivait, on n'en aurait pas beaucoup des patriotes. Excellente remarque, ma jolie chérie. On parle de ce sujet-là dans un instant. Êtes-vous prêt à mourir pour la France ? Et j'aime bien votre réponse parce que j'aurais fait la même, moi. Mais appelez-nous au standard européen, effectivement, pour réagir. On va en parler dans un instant. C'est très intéressant, ce sujet de la patrie. Parce que parfois, on est très patriote. Ouh là là, j'empiète déjà sur l'autre sujet. Mais est-ce qu'on est prêt à mourir pour sa patrie ? Ça, c'est une question. Ma chère Céline, merci infiniment pour votre appel. Et merci pour ces mots que vous avez partagés avec nous de révolte par rapport à ce qui se passe avec Salah Abdeslam qui a exprimé la demande d'entrer en contact avec des parties civiles dans une démarche de justice restaurative. Éric Tegner, ensuite Gabriel Cluzel. C'est remarqué très juste, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a en tête Salah Abdeslam ? Peut-être un jour de sortir de prison. Parce que même si c'est incompressible aujourd'hui, on peut tout à fait sortir de prison. Moi, je note quand même qu'il y a des députés de l'Assemblée nationale qui se sont mobilisés pendant des années pour la libération d'un terroriste, Georges Ibrahim Abdallah, au point d'aller le visiter en prison. Il n'y a aucune impossibilité que d'ici une trentaine d'années, on ait des personnalités politiques qui disent oui, mais il a payé, peut-être qu'il a écrit un livre, peut-être qu'il s'est excusé. Vous savez, il faut vraiment pas mettre ça de côté auprès de ces gens qui vont dire oui, mais on a le droit à une deuxième chance. Donc c'est évidemment ça qu'il a en tête. Gabriel Cluzel, ensuite on a Laurence qui nous a rappelé, et Paul aussi qui appelle. Pardon, mais moi, cette histoire de justice restaurative m'a toujours laissé circonspect. Vous savez, ça a été introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 15 août 2014. Alors, normalement, toute personne victime ou auteur, alors déjà, moi, ce mélange des genres me paraît quand même assez particulier, d'une infraction pénale peut se voir proposer une mesure de justice restaurative, de dialogue, etc., etc. Donc, je pense que, vous savez, il est infiniment malin, ses avocats le sont aussi, donc il rentre dans toutes les brèches. Et puis, l'idée, c'est on parle de restauration, c'est de restaurer une humanité, voyez, pour donner l'impression que finalement, lui aussi est une humanité. Mais moi, je trouve que pour les victimes et leurs familles, mais c'est épouvantable. Comme si c'est une hypocrisie, comme si c'est la double peine, comme si c'est encore mourir. Éric Tegner, c'était Gabriel Cluzel, Éric Tegner sur Europe 1. Et j'ai vu dans le courrier hier qu'il y a 5 avocats qui défendent Salah Abdeslam. 5 avocats, moi j'ai une question, mais qui paye ces avocats ? Et moi je veux bien en fait qu'aujourd'hui on est dans un pays où les avocats peuvent évidemment défendre les coupables, etc. Là, ce qu'on note, c'est qu'il y a une stratégie, effectivement, comme le dit Gabriel, de prendre n'importe quelle brèche, même si elle est totalement indigne. Merci Éric Tegner. Laurence, vous nous avez rappelé, vous disiez que, bien sûr, qu'on a sous-estimé la dangerosité de Salah Abdeslam. Oui, et son pouvoir d'influence depuis la prison. Absolument, et surtout apparemment, on peut pas fouiller les gens qui viennent le voir en prison. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être plus d'une au parloir, et on peut pas le filmer non plus. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent dans le parloir, d'après ce que j'ai compris. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être plus d'une clé USB qui a circulé. Ils nous disent qu'il n'a pas fomenté d'attentats depuis la prison, mais qu'est-ce qu'ils en savent en fait, puisque si des clés USB circulent, ça veut dire que on n'est pas à l'abri qui fomente des choses même depuis la prison. Donc moi je trouve que c'est aussi une question de responsabilité des personnes qui décident de octroyer un ordinateur à Salah Abdeslam, et c'est une question de responsabilité non seulement pour les victimes, mais aussi pour la responsabilité de mais ça l'enjeu. fait partie de leurs droits, comme se marier, c'est incroyable quand même. Oui, mais il y a quelqu'un qui décide. Il y a une question. Il y a des gens qui décident de ça, en fait. Parce que tout le monde se retranche derrière le droit en disant oui, mais c'est la loi, c'est le droit, donc on peut pas, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est leur dignité. On n'a pas une dignité parce qu'on a un ordinateur. Les livres, ça apporte de la dignité. Je pense pas qu'on les empêche de lire en prison. Tout à fait. Donc, je trouve que ça vaudrait le coup. Moi, j'ai cru comprendre que c'était le ministre de la Justice
justice lui-même qui avait donné son aval, je trouve que ça serait bien aussi de comprendre quelles sont les raisons et puis mettre en qui nous explique pourquoi il a octroyé, il a décidé que c'était possible pour Salah Abdeslam d'avoir un ordinateur en prison. Très bonne question, alors que la justice ne rend jamais de compte. Exactement. Et si je peux me permettre, Christine, je dévie juste un tout petit peu, si c'est possible, sur Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est possible ou pas? Tous les droits. Dites-moi. Je voudrais juste dire quelque chose que j'entends assez peu, en fait. C'est que cette décision-là qui est intervenue de mettre Nicolas Sarkozy en prison, c'est une première, non seulement en Europe, un ancien président, mais même un homme politique de premier plan, mais c'est une première dans les pays occidentaux. C'est une première pour les pays occidentaux de mettre un homme politique de premier plan en prison pour des faits qui ne sont pas avérés. Absolument. D'accord ? Absolument. Qui ne sont pas avérés, c'est-à-dire que c'est juste des faisceaux d'indices. C'est ce que nous disait le conseiller de Donald Trump que nous avions en exclusivité sur Europe 1 hier. Et vous savez, Christine, les faisceaux d'indices, dans quel pays ça a lieu ? Uniquement de mettre des hommes politiques sur des faisceaux d'indices en prison, c'est des dictatures. Des dictatures, tout simplement. Merci ma chère Laurence, excellente remarque. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre regard. Merci ma chère Laurence. On prend Paul qui nous appelle de Marseille. Paul, vous êtes vous aussi, comme Laurence qui nous a appelé tout à l'heure avec vraiment l'esprit très clair et nous a bien partagé son avis. Vous aussi vous êtes révolté par rapport à Salah Abdeslam. On se dit aussi comment une femme liée à l'un des pires terroristes de France peut-elle encore préparer un attentat en France? Et oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je ne comprends pas. Mais une personne se met sur un site, vous voyez, un site de rencontre, pour rencontrer une femme, et là, quelqu'un, vous voyez, en prison, on arrive à trouver une femme. Alors ça, je ne comprends pas. Déjà à l'extérieur, on n'arrive pas à trouver de mari. Bon là, c'était pour rigoler un petit peu, mon cher Paul. Vous êtes révolté. Restez en ligne avec nous. On va essayer de vérifier le son, quand même avec Paul, parce qu'on vous entend pas très très bien. On marque une pause. On revient tout de suite. N'hésitez pas à nous appeler au standard d'Europe 1. Êtes-vous prêts à mourir pour la France? Nous sommes le 11 novembre. Vous aimez la patrie, vous aimez la France, mais est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à mourir pour la France? Et dans un instant, un témoignage exclusif de la fille d'un militaire. Jamais on ne sait ce que deviennent les enfants de militaires tués, morts sur la France. Et pour nous appeler, un seul numéro, 01 80 20 39 21. A tout de suite avec Christine Kelly sur Europe 1. Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous avons beaucoup de sujets que nous sommes en train d'évoquer. Dans un instant, nous allons parler du 11 novembre. Êtes-vous prêts à mourir pour la France? Appelez-nous au standard d'Europe 1. Le 11 novembre n'est plus seulement la commémoration de l'armistice de 1918. Depuis 2011, à l'initiative du président Sarkozy, cette journée rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France, quelles que soient les guerres. Et ce 11 novembre-là, pour la première fois, 4 enfants de soldats tombés au combat ont accompagné le président Sarkozy sur l'Arc de Triomphe. Parmi eux, un enfant, Jeanne Gaudin, 11 ans. Son père militaire est mort en Afghanistan quelques semaines auparavant. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle est orthophoniste, elle vit à Bordeaux. Elle vient de nous rejoindre dans le studio d'Europe 1. Elle va témoigner d'être ce que c'est que d'être une pupille de la nation. Et vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. D'abord, continuons à parler de cette révolte que je sens en vous lorsque vous nous appelez, chers auditeurs d'Europe 1, par rapport à ces informations sur Salah Abdeslam ainsi que sa compagne. On l'a appris ce matin, vous l'avez entendu aussi dans les titres, que Salah Abdeslam a exprimé la demande d'entrer en contact avec des parties civiles dans une démarche de justice restaurative. On est en ligne avec Paul qui nous appelle de Marseille. Vous dites qu'il a tué des gens, il ne mérite aucun confort. C'est ce que vous nous disiez, Paul. Oui, bonjour. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement bien, mon cher Paul. Ah, très bien. Alors, tout à l'heure, je faisais une comparaison. La prison, c'est mieux que Mickey, quoi. Vous voyez? On trouve quelqu'un, une femme, on met une annonce, on trouve une femme. Je trouve ça pas normal. Donc, voyez-vous, je voulais vous dire, où est la punition, en fin de compte? Où est la punition pour cet homme qui a tué des gens, qui a fait tuer des gens? Je ne comprends pas.
Badinter disait que la peine de mort... On pense à toutes les familles des victimes qui doivent découvrir ça, quelle souffrance. Tout à fait, oui. Moi, je trouve que cette personne devrait être à l'eau et au pain sec. Je ne comprends pas, moi. Il n'y a aucune punition dans tout cela. Absolument d'accord avec vous. Oui, voyez-vous, Badinter disait que la peine de mort c'était inhumain, mais je crois que ce sont les gens qui tuent qui sont inhumains. Absolument. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je ne comprends pas qu'il y a des femmes, des personnes qui arrivent à s'intéresser à ces gens-là, qui ont fait du mal. Voyez-vous. Oui. Il faudrait durcir, selon vous, les conditions de détention, mettre pain à l'eau. C'est la prison. Tout à fait. Que la prison soit la prison, que la prison soit digne de ce nom. Voilà, tout à fait. Alors, la personne tue des gens, là, et voilà, comme si de rien n'était. Et en plus, on se demande comment une femme, son ex-compagne, liée à l'un des pires terroristes de France, peut-elle encore préparer un attentat? Je veux dire, il y a, quoi qu'on est tombé bas, on tombe encore plus bas avec ces informations. Ah oui, là, vraiment, ça m'a stupéfait. Je ne comprends pas. Il ne devrait même pas avoir droit à des visites. Non, cette personne, elle est horrible. Je ne vois pas où est la punition dans tout cela, voyez-vous. Merci d'avoir partagé avec nous sur Europe 1, mon cher Paul, votre révolte. Une bonne journée. Merci pour tous vos programmes. Merci infiniment d'être un fidèle auditeur d'Europe 1. Christine nous appelle d'Aix-en-Provence. Pour vous aussi, vous êtes scandalisée, révoltée. Moi, je disais que j'avais mal au ventre et vous aussi, en fait. Bonjour, Christine. Bonjour, Christine. Quel beau prénom, dis donc. Alors, par rapport à Salah Abdeslam, c'est vrai qu'on croyait qu'on était protégé lorsqu'on mettait des terroristes en prison. On croyait qu'on protégeait la France lorsqu'on on punissait. On croyait punir en mettant en prison. Et là, on découvre, et on découvre chaque jour des informations qui nous terrorisent finalement, Christine. Et puis en plus, je viens d'entendre récemment que maintenant, il ferait une sorte de... pas de repentir, mais une mise au point sur... j'ai entendu ça il y a quelques démarche de justice restaurative, ma belle. Oui, c'est-à-dire qu'il a exprimé la demande d'entrer en contact avec les parties civiles dans une démarche de justice restaurative. C'est indécent. C'est d'une indécence incroyable. Alors, moi, je voulais vous poser une question, Christine. J'ai entendu il y a quelques jours qu'en plus de l'ordinateur et bien sûr de la petite clé, il avait eu droit à un téléphone. Bien sûr, un téléphone surveillé. Mais est-ce exact? Auquel cas, je ne vois pas à quel titre. Je suis absolument d'accord avec vous. Absolument d'accord avec vous. Et en prison, la plupart, ils ont des téléphones. Nicolas Sarkozy n'en avait pas un. Mais la plupart, ils ont des téléphones. Ils se font livrer de la drogue, tranquille, par un petit drone. Voilà, c'est ce qu'on découvre au jour le jour. On voit qu'il y a, lorsqu'on croit qu'on est en prison, on découvre chaque jour de terribles surprises. Une question, Éric Tegner. Restez avec nous, Christine. Est-ce que, selon vous, Éric, il faut durcir les règles de détention pour les condamnés pour terrorisme? Est-ce que c'est possible en France, selon vous? Mais franchement, je pense que les Français qui nous écoutent, ils comprennent pas, ils pensaient que ça avait déjà lieu. En fait, à aucun moment, les Français s'attendaient à ce que ce soit une sorte de prisonnier de droit commun. Ils se disaient, bon, à la limite, c'est peut-être pas aussi dur qu'à Guantanamo, aux États-Unis, où effectivement, on a ces images où ils sont en orange et c'est absolument difficile. La prison, c'est la prison. Mais là, c'est tranquille. Mais c'est l'énorme problème, c'est qu'en fait, à chaque fois, on construit des lois sans penser l'avenir. Vous savez, on a mis fin à la peine de mort dans les années 80, c'était d'une certaine façon souhaitable, mais on n'imaginait pas que 40 ans après, il y ait les réseaux sociaux, les téléphones, et qu'au final, être en prison, pour certains, quand même, c'est plus facile que pour d'autres qui galèrent à se loger, qui galèrent à se nourrir, qui galèrent à s'acheter des téléphones, etc. C'est ça, donc bien sûr qu'il faut réviser ça, mais dans le même temps, on a des politiques qui nous parlent à chaque fois, effectivement, de réparation, de droit à la seconde chance. Je pense que les gens, ils sont profondément révoltés, et ça dépasse le cas de Salah Abdeslam. Merci beaucoup, Éric Tegner. Christine, vous dites que c'est un scandale d'avoir un téléphone, de pouvoir fomenter un attentat, de voir son ex-compagne, et que pour vous, il faut durcir les règles, et que vous êtes absolument scandalisé ce matin. Merci ma chère Christine pour votre appel depuis Aix-en-Provence. Il fait beau là-bas ou pas aujourd'hui? C'est pour savoir si j'arrive. Il fait beau à Aix-en-Provence ou pas aujourd'hui? Absolument, il fait beau. La chance absolue. Je vous embrasse très fort, ma belle Christine. Excellente journée, excellent 11 novembre. Restez en ligne avec nous puisqu'on a un témoignage exclusif dans un instant. Pour terminer, je prendrai un dernier auditeur sur ce sujet. Ensuite, on parlera avec notre invité exceptionnel. Albert, vous nous appelez de Metz et à propos de Salah Abdeslam, vous dites, je ne comprends pas pourquoi il a eu un enfant. Oui, bonjour. Mais en prison, tranquille, le chat.
Bonjour Ouais, Albert. je trouve ça un peu... Oui, je vous dis bonjour. Ouais, je suis complètement abasourdi quand je vois ça. À 48 heures de la commémoration du 13 novembre 2015. Ouais. Alors quand je vois... Vous voyez, mais c'est même encore l'affaire de Nordal, le Landais. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui avait tué un jeune militaire, m'a violé et tué. M'a violé et tué une gamine. Pareil, il a un enfant en prison. Eh oui. Moi, il y a des trucs que je comprends plus du tout. Hein. Moi, je suis pas pour la peine de mort, loin de là. Mais il faut qu'il y ait des peines exemplaires de l'autre côté, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et là, on voit, quand j'entends, là, encore, j'écoute vos émissions, qu'il est prêt à se mettre dans un protocole de réhabilitation. Oui. Je trouve là, c'est un peu grave. En fait, les avocats se servent des lois existantes. Hein. Oui, tout à fait. Ils se servent des lois existantes, c'est pour ça on se donne les bâtons pour se faire battre. Les politiques ont fait des lois laxistes, et les magistrats appliquent ces lois laxistes. Il y a toujours une façon aussi d'interpréter la loi de façon un peu plus dure et plus stricte, mais on dirait qu'on n'en a pas les moyens en France. Vous voyez, moi j'ai eu un accident de la vie il y a très très longtemps, il y a 14-15 ans, passé un divorce difficile et tout, je me suis fait arrêter avec un taux d'alcool un peu élevé. Donc retraite permis de 6 mois, je suis passé en comparution immédiate, le lendemain. Alors que j'avais blessé personne, j'avais rien fait. Incroyable. Mais j'assume. Je suis passé devant le juge, j'ai eu 6 mois de retraite permis et 1 400 € de PV. Incroyable. Et payable de suite parce que je travaille. On dirait qu'il y a 2 poids 2 mesures. Donc je me dis, il y a des gens, en fait, si je veux tuer mon voisin, je prends une voiture, quoi, en fait. Oui. Je ne veux pas rire de ça, mais oui, je comprends. Il y a l'affaire du gamin là, qui a été renversé. Ouais. Mais là ce fameux... moi, je mets à la place des familles. On va fêter on va commémorer les 10 ans des attentats. Il y a des gens qui ont perdu leur époux, leurs enfants, leurs filles. C'est révoltant. Ce gars-là, il est peinard, il a son ordinateur, il gère ses affaires. Révoltant. Merci beaucoup de nous avoir appelés, mon cher Albert, et d'avoir partagé avec nous votre révolte.